Dans un pays aussi politique que la France, une partie des Français se détournent des débats publics et des affaires de la cité. Cette crise n'est pas nouvelle, mais s'aggrave chaque année davantage avec un fossé qui se creuse entre les citoyens et leurs institutions élues. Or, alors que cette question aurait dû être une question prioritaire du dernier quinquennat, Emmanuel Macron est resté totalement inactif. Pire, il a aggravé ce phénomène en contournant les institutions élues, en s'éloignant parfois des exigences de la transparence et de bonnes pratiques démocratiques. Les signes de cette désertion civique ne sont pas nouveaux, avec une abstention qui ne cesse de croître pour atteindre des niveaux qui engagent parfois la légitimité même de l'élection, avec une désaffection pour les candidatures municipales, avec la crise des vocations, par exemple pour la fonction de maire ou de conseiller municipal, notamment dans les petites communes. Les causes en sont multiples. Elles tiennent premièrement aux pratiques et règles électorales qui apparaissent au mieux désuètes, au pire faussées et en tout cas toujours complexes. Dans une société aux logiques désormais plus horizontales que verticales, dans une société où l'ergonomie et la règle, elles ne sont plus bien comprises, voire plus vraiment admises. Le sentiment que l'élection n'est qu'un alibi pour des décisions déjà prises. Le contournement malhonnête du référendum de 2005, pourtant acquis largement après un débat démocratique de haute tenue, a installé l'idée que l'élection n'était qu'un alibi pour des décisions déjà entérinées. Preuve que cette pratique n'est pas un accident, mais une règle de conduite, c'est que les dirigeants européens ont longtemps espéré qu'il en serait de même pour le référendum britannique sur le Brexit. Le sentiment de règles complexes, pour lesquelles un réel effort de compréhension technique est nécessaire. La complexité, notamment, et la diversité des modes de scrutin rendent les modes de désignation des élus illisibles. Majoritaire à 2 tours aux départementales et législatives, proportionnelle complexe avec prime majoritaire aux régionales, proportionnelle intégrale aux européennes, scrutin indirect au Sénat, scrutin annexe pour les communautés de communes. Devant l'absence de logique, l'électeur a le sentiment que les modes de désignation relèvent de combines d'appareils politiques pour tendre à une répartition irrémédiable et même convenue d'avance. Un millefeuille territorial de plus en plus indigeste. La multiplication des collectivités a rendu le paysage institutionnel confus. Par exemple, des circonscriptions découpées sans logique, des communautés de communes, métropoles, régions à statut particulier. Personne ne comprend pour qui ou pourquoi il vote. Les modes de scrutin, déformés par les pratiques politiciennes en cours d'élection, ont donné le sentiment de pratiques douteuses et même de manipulation électorale. Comment ne pas penser au scrutin proportionnel régional, qui par exemple devient un scrutin majoritaire lorsque les forces politiques installées s'entendent pour se retirer au second tour, comme par exemple en PACA ou dans les Hauts-de-France en 2015 et plus récemment encore. La perte de solennité des grandes élections, un quinquennat qui contraint le président à une campagne permanente, des attitudes présidentielles peu amènes, comme des arrangements de calendrier électoral ou des découpages de complaisance, ont jeté le doute sur la neutralité des modalités électorales. Le sentiment de l'inutilité électorale, l'absence de véritable alternance entre une gauche et une droite idéologiquement endogamique a installé l'idée dans le pays que les élections ne servaient à rien. Le système majoritaire rend également très difficile la nouveauté politique, c'est-à-dire le renouvellement du personnel politique, c'est un peu la notion de fief, et l'émergence de nouvelles thématiques. Le doute sur certaines pratiques. Dans bien des communes, les listes électorales sont insuffisamment vérifiées, adresse inconnue, personnes décédées, inscription de complaisance, radiation sans prévenir, ce qui donne le sentiment d'un manque de sérieux et crée même parfois une suspicion de fraude. Deuxième cause, une non-incitation au vote. Ce phénomène structurel est aggravé par des manquements qui ne permettent pas à l'électeur de comprendre l'importance du vote. Des campagnes d'inscription sur les listes électorales ou sur les dates et conditions de vote qui sont quasi absentes. Beaucoup d'électeurs sont par exemple persuadés de ne pas pouvoir voter sans carte d'électeur. Aucune campagne ne les informe des conditions simples du vote. Souvenez-vous, nous avions fait la demande d'ailleurs aux dernières régionales de campagne d'incitation au vote et nous n'en avons vu absolument aucune. Pas un clip,
pas quelques secondes pour appeler les Français à aller voter. Des professions de foi qui n'arrivent pas chez l'électeur ou trop tardivement, exemple des régionales 2021 ou dans les 3 derniers jours avant le scrutin, comme au premier tour des présidentielles. Des panneaux officiels que la force publique ne fait pas respecter. Les affiches des panneaux officiels sont souvent maculées, déchirées ou recouvertes. Ce manque de respect désolanise l'élection. Troisièmement, la maltraitance institutionnelle des forces d'opposition. Les refus systématiques de la part des banques d'accepter d'ouvrir des comptes de mandataires financiers à des candidats ou de prêter les sommes nécessaires à des campagnes locales ou nationales ont transformé la participation électorale en course d'obstacles, voire en système censitaire. La désertion des maires pour les parrainages présidentiels, sciemment organisés sous la menace des féodalités politiques locales, a donné un spectacle lamentable de l'organisation des élections qui n'a pas contribué à valoriser l'image de la démocratie française. Pour l'élection présidentielle de 2022, les principaux candidats d'opposition se sont en effet trouvés à quelques jours du dépôt sous la menace d'une interdiction de candidature pour raisons administratives. Ces difficultés sciemment provoquées ont de surcroît donné lieu à des campagnes de presse ironiques tendant à faire croire à l'illégitimité des candidatures des opposants. Ce type de pratique sème évidemment le doute dans l'électorat sur la neutralité des procédures d'élection. Que dire également de l'image désastreuse de la démocratie française à l'étranger lorsque les candidats de l'opposition sont l'objet d'une telle rupture d'égalité objective. Quatrièmement, une absence de représentativité réelle des élus. Personne ne s'est offusqué qu'en étant le premier parti aux européennes et à de multiples élections et finaliste à la présidentielle de 2017, le Rassemblement national, par exemple, n'est que 8 parlementaires, 7 députés et 1 sénateur sur 925. Cette sous-représentation artificielle, liée uniquement à un mode de scrutin inique, a affecté pour les 5 ans suivants les droits de l'opposition, sa représentation parlementaire, ses possibilités et moyens d'expression à l'Assemblée, ses temps de parole, son droit de reconnaissance officielle, son financement public. Lors du débat sur l'immigration, par exemple, les élus du Rassemblement national de l'Assemblée, en tant que non-inscrits, n'ont eu que quelques minutes de temps de parole au total, ce qui est inconcevable sur un sujet d'une si grande importance. En pratique, seuls avaient le droit de s'exprimer les forces politiques responsables de la politique d'immigration depuis 40 ans. Ces pratiques invraisemblables en démocratie nuisent à l'indispensable légitimité des décisions publiques. Cinquième cause, le débat comme la décision publique sortent des institutions. L'absence de représentativité des élus a favorisé l'apparition de mouvements de rue. La crise des Gilets jaunes a révélé l'absence de représentativité de nos institutions. Hormis le Rassemblement national qui avait averti depuis longtemps, les partis politiques censés représenter le peuple n'ont pas vu venir cette révolte de la France des oubliés. Les manifestants ont très vite mis en avant des revendications portant sur l'absence de représentativité des élus. Enfin, en réprimant de manière féroce les mouvements de protestation populaires comme les Gilets jaunes ou sociaux comme les manifestations contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a installé l'idée que rien ne pouvait être discutable, amendable, réformable. Emmanuel Macron a répandu l'idée que la politique relevait d'un passé révolu et que le pouvoir devait revenir aux techniciens. Le ministre technique, comme M. Castex par exemple, a remplacé le politique et les débats citoyens ont remplacé les débats parlementaires. Le recours au cabinet de conseil procède d'ailleurs de cet esprit. Dès lors que la décision publique est confiée à du personnel non élu, de surcroît privé et susceptible de conflits d'intérêts et facteurs aggravants appartenant à des firmes étrangères, ce qui pose le problème de la confidentialité des données auxquelles ces cabinets ont accès, concernant bien entendu les forces et les faiblesses potentielles de l'État français. Pour autant, face à cette situation dont aurait dû se saisir le président de la République, constitutionnellement garant des institutions, Emmanuel Macron n'a rien fait. Non seulement il n'a pas tenu les maigres promesses qu'il avait prises en 2017 sur la démocratie, mais il a totalement omis de mettre la question de la crise démocratique en débat. Il a trahi sa promesse d'une inflexion proportionnelle des modes de scrutin. Pire, fait doublement symbolique, il a refusé de prendre les décrets d'application de la loi sur la Banque de la démocratie, pourtant réclamée par ses alliés du MoDem et votée par le Parlement. Il a ainsi sciemment empêché la mise en application d'une loi votée par la représentation nationale. Il a maintenu la mise sous tutelle des banques de la démocratie opérationnelle.
Il a contribué par sa pratique à dévaluer le rôle du politique, à dégrader la fonction présidentielle, à montrer un mépris ostensible aux élus et aux corps intermédiaires et à prôner le remplacement des politiques par des techniciens. Enfin, à l'évidence, le maintien du scrutin majoritaire, quasi unique en Europe, et aujourd'hui largement anachronique, n'a été dicté que par l'espérance de faire perdurer un système que les dirigeants savaient déconnecter de l'opinion. L'état des lieux de la démocratie représentative en France, dont les taux de participation sont des marqueurs objectifs, est accablant. La fracture démocratique sera l'un des grands échecs du quinquennat Macron. Je me permets également, puisque nous sommes en pleine campagne présidentielle, et avant de vous parler de ce que je compte faire pour renforcer la démocratie, je suis obligé d'évoquer devant vous la question de la relation aux médias de nos dirigeants. Je suis assez effaré, je ne vous le cache pas, de la manière dont Emmanuel Macron traite aujourd'hui les médias et donc en cette période d'équité traite également sa concurrente. Je ne compte pas les médias qui sont obligés d'annuler des publications de tribunes ou des émissions car Emmanuel Macron ne souhaite pas y participer. Il n'avait pas voulu débattre avant le premier tour. J'ai l'impression que c'est aussi le cas pour le second. Les règles qui sont imposées par l'Arcom et qui paraissent devoir faire l'objet quand même d'une évolution permet donc à un candidat, en refusant de participer à une émission, d'empêcher l'autre de pouvoir y accéder. On voit là qu'il y a une vraie rupture démocratique où en réalité c'est un des candidats qui détermine quelle est la liberté d'expression de l'autre. Présidente de la République, je vais revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord, par le référendum d'initiative citoyenne. Les Français, sondage après sondage, plébiscitent l'extension des possibilités de recours au référendum et leur usage plus fréquent. Cela correspond parfaitement à ma propre opinion, maintes fois exprimée. En 2017, déjà, j'avais fait des propositions en ce sens. En ciblant les questions de fond, indépendamment des choix de personnes faits à l'occasion d'une élection, je crois vraiment que le référendum constitue un puissant outil de pacification du débat politique et contribue au développement d'une culture démocratique. On ne se laisse pas aller dans une révolte violente ou désespérée contre une réforme, comme on a pu en voir sous le mandat d'Emmanuel Macron, quand on sait que l'on pourra s'en saisir en rassemblant les signatures nécessaires pour organiser en quelques mois un vote du peuple. On ne manifeste pas contre les résultats d'un référendum qui s'impose à tous. Le référendum constitue un outil efficace de contournement des lobbies et des intérêts trop puissants qui détournent le pouvoir de décision à leur profit. Le référendum constitue également un outil précieux pour trancher ce que l'on appelle les questions de société, qui transcendent bien souvent les clivages partisans et pour lesquels la majorité en place n'a pas toujours reçu de mandat clair. Je propose ici une révolution référendaire. La Constitution sera révisée, d'abord pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets. Ensuite et surtout pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne, appelé aussi référendum d'initiative populaire. J'ai donc préparé un projet de loi prêt à l'emploi qui porte cette audacieuse réforme. Ce projet sera soumis au peuple français, qui doit pouvoir décider lui-même et directement d'instaurer cette nouvelle ère démocratique. Ce projet comporte des mesures nouvelles. Le choix du peuple sera toujours respecté par l'affirmation de la supériorité de principe de la décision référendaire sur les actes des pouvoirs publics. Un texte adopté par référendum ne pourra pas être modifié ou abrogé autrement que par cette voie du référendum. Si le peuple a rejeté un texte, il ne pourra dès lors être adopté pendant 15 ans, sauf nouveau recours au référendum. On comprend qu'il s'agit là de rendre impossible que survienne de nouveau le scandale de 2005-2008 qui a vu la volonté populaire bafouée
le traité constitutionnel européen ayant été ratifié sous une forme à peine atténuée 3 ans après son rejet par le peuple. Les traités emportant limitation de souveraineté ou adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne seront obligatoirement et de plein droit soumis au référendum. 500 000 électeurs pourront obtenir l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi qui pourra notamment abroger ou modifier une loi existante ou proposer une réforme nouvelle. Je veux tordre le cou à une espèce de prêt-à-penser qui prospère dans les élites et les médias, selon lequel le peuple français ne serait pas suffisamment apte à décider par lui-même des questions importantes pour son avenir. Mon intention est donc de mettre fin au monopole d'une oligarchie qui s'arroge le droit de décider au nom du peuple en lui concédant trop rarement la parole. Désormais, les électeurs disposeront des moyens de faire prévaloir leur volonté sur celle des élus. Rendre leur pays aux Français, c'est aussi leur rendre leur pouvoir d'adopter ou de rejeter les textes votés par leurs représentants. Je compte donc, par une pratique apaisée et renouvelée du référendum, instaurer une nouvelle pratique démocratique qui ne fera pas dépendre de la seule élection présidentielle toutes les décisions pour les années à venir. Cela d'ailleurs s'appliquera à moi. Même ceux qui n'apprécient pas toutes mes propositions ont intérêt à voter pour moi puisqu'ils auront l'occasion, grâce à la réforme que je propose ici, de se prononcer sur elle au cas par cas grâce au RIP. Peut-on proposer une mesure plus démocratique que celle-là? Je compte donc, au cours de mon mandat, consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, le peuple. Au vide sidéral du programme du président sortant sur ces questions, je présente ici une véritable alternative démocratique. Mon projet est très précis et comporte toutes les garanties de procédure nécessaires à un exercice serein de la démocratie référendaire. Je veux mettre en place une saine et paisible pratique du référendum et non pas ouvrir la voie à d'éventuels excès, bien sûr, qui verraient des intérêts privés ou d'infimes minorités activistes dévoyer ce merveilleux outil. C'est pourquoi il est notamment prévu que les textes soumis à référendum d'initiative populaire devront respecter, bien évidemment, la Constitution. Le recueil des signatures d'électeurs sera évidemment encadré et responsabilisé. L'achat de signatures sera interdit et le nombre de signatures données chaque année par un même électeur pourra être limité. De même, une répartition géographique suffisante des signataires pourra être prévue sur le modèle d'ailleurs de celui qui existe pour les parrainages de maires. Les propositions issues de l'initiative populaire qui porteraient une atteinte particulièrement grave aux intérêts nationaux pourront être bloquées par décision conjointe du président de la République et du Parlement. Il n'est évidemment pas question d'admettre une proposition de suppression, par exemple, de l'usage des armes par la police ou encore de la suppression de la dissuasion nucléaire. Je prends à dessein, bien entendu, des exemples aussi extrêmes. Les référendums pourront être regroupés. Il n'est pas évidemment question d'aller voter tous les dimanches. Deuxième mesure, à laquelle je suis évidemment particulièrement attaché depuis très longtemps, l'instauration d'une proportionnelle permettant la juste représentation des sensibilités qui s'expriment dans le pays. La proportionnelle est en application dans de très nombreuses démocraties européennes. L'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède, le Portugal. Ces pays fonctionnent parfaitement. Les avantages de la proportionnelle sont multiples. Elle permet une représentation de la diversité des opinions et favorise donc l'émergence de nouvelles thématiques dans le débat public. Elle ouvre une juste représentation parlementaire, notamment pour les courants très minoritaires. Elle pacifie l'expression politique qui peut se tenir dans un cadre institutionnel au sein des assemblées plutôt que de manière anarchique et incontrôlée dans la rue. Elle oblige les alliances et les coalitions, donnant au gouvernement une assise électorale et donc une légitimité incontestable. Elle favorise un contrôle effectif des politiques publiques par l'action de groupes d'opposition plus nombreux. Et elle amortit les changements
politique à l'inverse du scrutin majoritaire, qui est en réalité extrêmement brutal, comme nous l'avons connu en France, puisqu'elle suscite un coup des vagues roses, un coup des vagues bleues. Enfin, maintenant, ces couleurs-là sont moins en vogue. Je reconnais qu'il existe d'un autre côté certains inconvénients que j'ai évidemment tout à fait identifiés. Une possible instabilité politique, en complexifiant la constitution de gouvernement et le vote des lois, un poids anormal des minorités supplétives, l'absence de représentativité des territoires en cas de liste nationale. Aux Pays-Bas, la proportionnelle a pour effet une floraison des partis politiques et depuis plus d'un siècle, aucun parti n'a pu gouverner seul, mais par le biais de coalitions autour d'un projet de gouvernement. Mais la participation aux élections hollandaises aussi entre 73,3 et 88%. Ça fait rêver. Je propose donc d'inscrire dans la Constitution le principe selon lequel les députés à l'Assemblée nationale seront élus selon un scrutin de type proportionnel pour au moins 2/3 d'entre eux. Cette réserve du tiers restant permettrait, mais sans toutefois l'imposer, d'instaurer une prime majoritaire. Les modalités plus techniques du mode de scrutin, seuil d'admission à l'admission des sièges, portée de la prime majoritaire, 1 ou 2 tours, possibilité de fusion de listes, etc., relèveront de la loi, ce qui réserve, bien entendu, une certaine souplesse. De même, le principe de représentation proportionnelle régira les élections des assemblées locales. On prévoit toutefois une exception pour le cas de circonscriptions à la géographie particulière, comme les îles, ou à l'organisation spécifique, par exemple les communes associées. La représentation proportionnelle ne doit pas aboutir, évidemment, à empêcher la représentation spécifique de petits territoires. J'ai rédigé à cette fin, avec mes experts, un bref projet de loi, 2 articles, qui insèrent dans la Constitution les mesures nécessaires. Cette réforme pourra d'ailleurs être soumise à référendum. Je propose d'autres mesures de moindre envergure, mais participant elles aussi à revivifier notre démocratie. L'instauration du septennat non renouvelable, qui rendra à la fonction présidentielle son prestige et au président sa capacité d'une action longue, tout en le débarrassant d'une obligation de campagne électorale permanente. Le contrôle de l'exécutif reviendra alors au corps électoral à l'occasion des législatives ou des scrutins intermédiaires. La simplification et l'accélération des décisions de justice relatives à la diffamation, notamment du fait des réseaux sociaux. Notre droit est sur ce sujet en matière de délai obsolète et je pense qu'il faut véritablement travailler à une simplification de ces procédures qui entrent strictement, bien entendu, dans le débat politique. Je crois qu'il nous faut aussi réfléchir à faire émerger à côté de la démocratie politique une démocratie sociale qui s'appuierait sur les corps intermédiaires pour mieux les associer aux grandes réformes sociales qui sont, je le crois, plus légitimes que les représentants de la finance. Je vous invite sur ce point à lire la tribune que j'ai rédigée et qui paraîtra ce soir. Il faut aussi, notamment dans les grandes entreprises, réfléchir à une démocratie économique en redynamisant l'actionnariat salarié par la participation. Au vide absolument sidéral du programme du président sortant sur ces questions, je présente donc une véritable alternative démocratique à laquelle pourront se rallier tous les Français désireux d'un véritable changement dans la gouvernance de notre République. Respecter les Français, c'est enfin tenir compte de leurs décisions. C'est ouvrir le débat démocratique et non pas le cadenasser au profit de quelques-uns. J'entends être la présidente qui rend au peuple la parole dans son propre pays. Ce sera un des grands chantiers de mon quinquennat. Voilà, mesdames et messieurs, pour ces annonces démocratiques. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou tout autre sujet à votre convenance. Bonjour Marine Le Pen, Loïc Besson de BFM TV. Juste pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est une concession sur la proportionnelle pour les députés à l'Assemblée nationale? Vous avez dit 2/3 seulement à la proportionnelle. Oui, je pense que l'Assemblée nationale doit pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Je pense que le principe proportionnel doit être un principe de niveau constitutionnel. Car il en va, encore une fois, de la
représentativité de l'ensemble des Français. Mais concernant les modalités, je considère qu'il est parfaitement légitime qu'une majorité à l'Assemblée nationale puisse se saisir de ces modalités et qu'une autre majorité puisse éventuellement les modifier. Vous voyez, je ne souhaite pas, encore une fois, qu'il n'y ait aucune marge de manœuvre. Je souhaite qu'il puisse y avoir une marge de manœuvre qui est quand même extrêmement large du coup et qui puisse être votée et donc que la loi donc puisse être votée et y compris changée en fonction des majorités à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mathieu Desmoulins pour TF1 et LCI. Deux questions. La première sur la démocratie. Le gouvernement, durant ce quinquennat, a eu recours par exemple au 49.3 sur la question des retraites. Est-ce que vous, dans votre mandat, vous renoncez à utiliser cet article de la Constitution? Et deuxième question, sur la réforme des retraites, le président de la République, on a compris que c'était un sujet d'opposition entre vous deux, a dit qu'il était prêt à assouplir légèrement sa réforme. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la vôtre? Alors d'abord, je ne renonce à utiliser aucun des articles de la Constitution, car cette Constitution est une merveille d'équilibre et par conséquent, précisément, elle a été conçue pour que l'ensemble des articles puissent être utilisés. Donc ça, c'est la réponse à votre première question. Pour la deuxième, j'ai bien du mal à vous répondre, car voilà un président candidat qui, en l'espace d'un mois, a dit tout et l'inverse de tout, puisque je rappelle que le 9 mars, il avait indiqué que la réforme des retraites, et notamment la retraite à 65 ans, était une mesure prioritaire dans son esprit qui serait mise en œuvre dès l'automne, hein, et qu'aujourd'hui, il vient nous expliquer que tout ça n'est pas encore totalement décidé. Je trouve que entretenir un tel flou à 10 jours du second tour d'une élection présidentielle, c'est une nouvelle fois, honnêtement, faire preuve de mépris à l'égard des Français. J'ai bien compris que, de toute façon, le maximum d'efforts qu'il était susceptible de faire, c'était 64 ans au lieu de 65. Permettez-moi de vous rappeler que des dizaines de millions de Français sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas travailler jusqu'à une durée légale de 64 ans. Donc ça ne change pas, à mon avis, grand-chose dans l'esprit des Français sur sa volonté. Mais surtout, on ne peut pas être aussi flou quand on est président sortant et candidat à sa réélection. Il se doit d'être précis dans ce qu'il dit. Un référendum, peut-être, je ne sais pas. Quelle modalité? On n'en sait rien. Quel calendrier? Au cours du quinquennat. Mais un quinquennat, c'est 5 ans. Donc, j'espère que les journalistes que vous êtes demanderont à Emmanuel Macron d'être précis dans ce qu'il vient de dire, car il me paraît qu'Emmanuel Macron serait peut-être tenté une manœuvre de fin d'élection visant à atténuer les très fortes et très justifiées critiques émanant notamment des électeurs de gauche à l'égard d'un programme qui est globalement un carnage social, dans la continuité d'ailleurs absolue de son premier quinquennat, puisque je rappelle qu'il y a eu toute une série de décisions, la baisse des APL, la réforme de l'indemnisation du chômage dont on ne parle plus, mais qui a eu évidemment comme conséquence de toucher les plus fragiles de nos compatriotes, et cette fameuse retraite à points qu'il a cherché à imposer, Dieu merci, sans y parvenir. Elaine Ganley, Associated Press. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, dans un cadre démocratique, comment vous comptez supprimer et le voile islamique et les boucheries halal cachères? Non, mais je ne vais pas du tout supprimer les boucheries halal et cachères. Vous le savez, un certain nombre de pays en Europe, et d'ailleurs l'Union européenne, d'ailleurs dans une directive, réclame, dans le cadre de la prise en considération du bien-être animal et également d'ailleurs la prise en considération d'une sécurité sanitaire, hein, puisque les vétérinaires ont eu l'occasion de s'exprimer sur l'abattage sans étourdissement, réclament l'abattage avec un étourdissement préalable.
Donc je souhaite accéder à cette demande, qui est une demande d'ailleurs majoritaire de la part des Français. Ça ne veut pas dire que ce sera la disparition du halal ou du kasher, puisque j'autoriserai éventuellement l'importation évidemment de ces viandes en France, sachant que un certain nombre de responsables musulmans de haut rang se sont déjà exprimés en indiquant qu'à partir du moment où il y avait un étourdissement réversible, ceci permettait toujours d'avoir une viande certifiée halal. Ce que nous souhaitons, nous, c'est véritablement stopper cette souffrance animale très vive qui est la conséquence de l'abattage sans étourdissement. Donc, soit, encore une fois, les institutions religieuses avec lesquelles, bien entendu, nous discuterons, bien entendu, acceptent une solution encore une fois, d'étourdissement qui puisse être réversible, soit ceci n'est pas possible et à ce moment-là, bien sûr, l'importation de cette viande sera autorisée, bien évidemment. Pour le voile, il s'agit d'une loi que j'ai d'ores et déjà rédigée, que vous pouvez d'ailleurs, dont vous pouvez prendre connaissance, qui est une loi de lutte contre les idéologies islamistes. L'idéologie islamiste est une idéologie totalitaire auquel nous ne devons laisser aucun espace, pas un pouce, pas la moindre forme de complaisance. Et donc, nous avons rédigé un projet de loi qui vise à interdire cette idéologie islamiste sur le territoire, en interdire les financements, en interdire les associations qui en font la promotion, interdire les lieux où cette idéologie totalitaire est enseignée ou est prêchée, etc. La loi est assez longue et je considère que le voile islamiste est un marqueur de cette idéologie totalitaire. Par conséquent, je souhaite en libérer sur le territoire national l'ensemble des femmes. Je l'ai rappelé ce matin, la réalité des quartiers qui sont soumis à la pression des islamistes, c'est que la pression, évidemment, s'effectue sur les femmes qui n'en portent pas, isole les femmes qui n'en portent pas, et à partir de ce moment-là, il s'agit d'un effondrement d'une grande liberté pour les femmes, qui est en fait la liberté de choix. Non, on n'arrache rien, madame. Excusez-moi, mais à un moment donné, il faut être un tout petit peu raisonnable. Nous n'arrachons rien. Nous faisons une loi avec une interdiction de port du voile dans l'espace public. Depuis 2 ans et demi, nous avons une loi qui nous oblige à avoir un masque sur le visage. Vous voyez ? Il y a des lois. Il y a quelques années, on a eu une loi interdisant de fumer des cigarettes dans les restaurants et dans toute une série de lieux, les trains, les avions, les bus, etc. Et les gens se sont soumis, même si pour eux, pour certains, c'était difficile. Il y a encore plus longtemps, on a fait une loi qui oblige au port de la ceinture de sécurité dans les voitures. Oui. Ce sont des lois. Donc on respecte les lois, elles peuvent vous plaire ou vous déplaire, mais elles sont l'expression de la volonté populaire. C'est comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. Et si vous ne respectez pas la loi, eh bien vous avez une amende. C'est aussi simple que cela. Et croyez-moi, ça ne posera pas plus de difficultés que cela. Marine Le Pen, Julien Chavannes et RFI. Nicolas Sarkozy a annoncé ce matin qu'il soutenait Emmanuel Macron. Quel impact cela aura-t-il sur la campagne selon vous ? Une question sur votre exercice du pouvoir. Vous promettez un gouvernement d'union nationale, sauf qu'à droite ou à gauche, personne ne veut vous rejoindre. Et dans ce gouvernement, il y aura votre nièce Marion Maréchal. Vous aviez dit en mars 2021 que vous l'envisagiez si elle reprenait la politique. Alors, d'abord, vous n'en savez rien. Je sais que les journalistes croient tout savoir, mais vous n'en savez rien. Qui souhaite ou qui ne souhaite pas gouverner avec moi. Moi, je vous affirme aujourd'hui, mais nous aurons, je l'espère, l'occasion d'en reparler, que, bien entendu, il y a des gens qui viennent de la droite et qui viennent de la gauche qui souhaitent gouverner avec moi
en cas de victoire. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, non, je ne prendrai pas Marion Maréchal dans mon gouvernement. Ça, c'était la deuxième question. Et votre première était Ah oui, j'étais étonnée qu'il le fasse qu'au second tour. Je croyais qu'il le ferait dès le premier. Vous voyez, comme quoi il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse en n'annonçant pas ce soutien dès le premier tour. Je me demande si je ne vais pas finir par faire des affiches. Parce que rien que Nicolas Sarkozy et le Luxembourg appellent à battre Marine Le Pen, je pense que ça peut débloquer des voix pour moi. Voilà. Deux questions concernant votre usage du référendum. Premièrement, est-ce que cela pourrait inclure un référendum révocatoire, comme le proposait Jean-Luc Mélenchon, pour révoquer les élus qui décevraient les citoyens? Et deuxièmement, vous avez évoqué des questions de société. Est-ce que la réforme des retraites, comme l'a laissé entendre Emmanuel Macron, pourrait être un sujet de société soumis à référendum? Non pour le référendum révocatoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pensais plutôt à des sujets de société type PMA, GPA, fin de vie, etc. Je pensais plutôt à ça. Mais je ne verrais rien de scandaleux, bien au contraire, à ce que la réforme des retraites fasse l'objet d'un référendum. Il ne le fera pas si jamais il est élu, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas usé d'une seule fois du référendum durant 5 ans, parce qu'il y est fondamentalement opposé, parce qu'Emmanuel Macron a peur du peuple. Voilà. Et il préfère largement les techniciens de quelques cabinets, que ce soit par ailleurs. Donc tout cela, je pense que c'est un artifice électoral. C'est un somnifère à destination des électeurs de gauche à qui il cherche à faire prendre des vessies pour des lanternes. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les Français sont intelligents et politiques. Et je pense que personne ne se fera avoir par le flou artistique entretenu par Emmanuel Macron lorsque l'on sait l'attachement qu'il a à tout prix mettre en œuvre en fait cette réforme des retraites jusqu'à 64 ou 65 ans. Au niveau d'un référendum, est-ce qu'il y a des limites de sujet? Par exemple, est-ce que c'est possible qu'il y aura un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne comme le référendum de Brexit? Une deuxième question, si je peux. Est-ce que la Russie et le président Poutine est la partie responsable de la guerre en Ukraine? Alors, sur le premier sujet, je vous l'ai dit, si le référendum d'initiative citoyenne va à l'encontre des intérêts vitaux du pays, des intérêts fondamentaux du pays, eh bien, le président, en accord avec l'Assemblée, peut s'y opposer. Mais ça n'est pas le cas d'une sortie de l'Union européenne. Ça ne touche pas aux intérêts vitaux, en l'occurrence, du pays. Le peuple est le seul souverain. Le peuple est le seul souverain. Donc, comme il a existé un débat sur la Constitution européenne, où les Français, je vous le rappelle, avaient voté non, je crois que c'est aux Français, même si je ne pense pas qu'ils le souhaitent au moment où nous nous parlons, c'est aux Français de mesurer l'attachement qu'ils ont à la présence dans n'importe quelle organisation internationale. Ça me paraît tout à fait légitime. Pour votre deuxième question, sans aucune discussion possible, c'est évidemment la Russie qui est responsable d'avoir initié la guerre en Ukraine. C'est évident. Enfin, nous l'avons dit d'ailleurs très immédiatement après l'invasion militaire russe. Vous avez parlé de carnage social. Est-ce que les électeurs de gauche ont naturellement vocation à voter pour vous pour ce second tour? Je pense que l'ensemble des électeurs français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour ont vocation à rejoindre ma candidature. Voilà, la réalité, elle est là. C'est que le potentiel électoral
qui est le mien et le potentiel électoral de tous les Français qui n'ont pas voté Emmanuel Macron au premier tour, soit parce qu'ils ont voté pour d'autres candidats, soit parce qu'ils n'ont pas voté du tout, car il y a aussi des électeurs qui ne votent pas au premier tour, mais qui souhaitent voter au second, de la même manière qu'il y a des électeurs qui votent au premier et qui, pour 1000 raisons tout à fait respectables, ne votent pas au second. Pardon. Est-ce que je peux vous demander quel est votre argument plus fort maintenant pour convaincre un électeur de Jean-Luc Mélenchon de voter pour vous? C'est cette révolution des référendums ou c'est quelque chose... Mais je crois qu'encore une fois, les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour vont regarder les projets des uns et des autres. Pour beaucoup, ils sont attachés effectivement à plus de pouvoir démocratique dans notre pays. Et le référendum d'initiative citoyenne, que je défends depuis très longtemps, peut, ainsi que la proportionnelle d'ailleurs, peut répondre à leur exigence de démocratie. Mais c'est surtout, je crois, l'attachement que j'ai à un projet qui est un projet social, qui peut leur parler. Je veux dire, aller voter pour la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron, aller voter pour l'aggravation de la réforme de l'indemnisation du chômage, aller voter pour la mise en œuvre d'un salaire de professeur au mérite, aller voter pour l'autonomie des écoles dans le choix des enseignants, ce serait assez particulier pour des électeurs qui sont aux antipodes de toutes ces mesures proposées par Emmanuel Macron. C'est un outil dangereux, le référendum. Le général de Gaulle a démissionné après un échec. Vous allez multiplier les référendums et dans le cas d'un référendum d'initiative populaire que vous soutiendriez, quelle serait votre réaction? Est-ce qu'il faudrait dissoudre l'Assemblée nationale? Non mais d'abord, un référendum n'est pas dangereux. Parce que donner la parole au peuple, c'est jamais dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas lui donner. Voilà, ça oui. Donc ça n'est absolument pas dangereux, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, non, je pense que justement, si on met en place cette révolution référendaire, alors le référendum est un outil, doit devenir un outil comme un autre, un outil banal, un outil qui permet au peuple de s'exprimer régulièrement quand il en a le souhait et s'il en est à l'initiative, mais un outil aussi qui permet aux dirigeants, et il ne faut pas qu'ils le craignent, qui permet aux dirigeants de pouvoir soumettre une grande modification, un grand changement au peuple, parce qu'il a besoin d'une légitimité populaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je souhaite faire le référendum sur l'immigration. Parce que je pense qu'au bout de 40 ans où la politique d'immigration a été imposée aux Français, où personne ne leur a jamais demandé leur avis sur la politique d'immigration, je veux que cette décision sur l'immigration puisse avoir l'onction populaire, la force que donne le vote de l'ensemble du peuple français à un changement radical de politique en matière d'immigration. Mais à partir du moment où le peuple dit non, eh bien c'est non. Il n'y a pas de... Mais alors, eh bien c'est un échec. On ne met pas en place la loi qu'on a soumise au peuple. Voilà, c'est aussi simple que cela. Non mais d'abord, excusez-moi, mais on ne va pas faire un référendum tous les dimanches. Je veux dire, les référendums d'initiative citoyenne, par définition, ce ne sont pas des référendums d'initiative présidentielle. Donc, si on commence à dire, si vous voulez, ces référendums d'initiative citoyens vont avoir des conséquences sur la tête du pays, un certain nombre de personnes n'oseront même pas présenter des référendums. C'est pas le but. Je veux dire, le but, c'est encore une fois que ça devienne un des outils démocratiques qui existent. Et moi, je trouve que c'est précisément très sain. Est-ce que ce n'est pas un affaiblissement des institutions actuelles? C'est-à-dire ? Mais pardon, mais nous ne sommes que... Non mais d'accord, mais l'Assemblée est représentative, mais elle représente le peuple. Donc de toute façon, quelles que soient les circonstances, c'est toujours le peuple qui donne mandat. C'est lui. Et s'il ne souhaite pas donner mandat sur un sujet en particulier, s'il souhaite s'exprimer directement sur un sujet en particulier, mais heureusement, très bien, parfait. Vous imaginez bien que l'ensemble des lois ne seront pas soumises à référendum. Ça n'est pas le but d'ailleurs. Ça n'est pas l'objectif de ce référendum d'initiative citoyenne. L'objectif, c'est de permettre au peuple de reprendre
la main sur tel ou tel sujet, s'il le souhaite, s'il y a 500 000 électeurs qui le souhaitent, alors le peuple a vocation à s'exprimer directement sur un sujet qui lui sera soumis. Je pense que c'est profondément normal. Je veux dire, le peuple ne peut pas être mis de côté pendant 6 ans où on lui dit, bon ben voilà, vous avez élu des représentants, merci beaucoup, tout le monde à la maison, ok, on se revoit dans 6 ans. Non, c'est pas comme ça que ça peut, ou dans 5 ans, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Est-ce que c'est un moyen de contourner le Conseil constitutionnel pour intégrer des mesures anticonstitutionnelles, justement, comme la préférence nationale? Non mais pardon, nous allons un peu revenir à ce sujet. D'abord parce que ce matin, un journaliste m'a posé une question en s'appuyant sur une jurisprudence qui dit exactement l'inverse de ce qu'il a dit. Voilà, l'inverse de ce qu'il a dit. Donc je répète, le Conseil constitutionnel ne dispose d'aucune compétence explicite pour contrôler le contenu d'un projet de loi soumis à référendum. Et sa jurisprudence la plus récente, c'est-à-dire l'affaire Hauchemaille et Meillet en 2005, le confirme. Si, présidente de la République, je décide de proposer au peuple français la révision de la Constitution, ben oui, le texte que je vais proposer va par définition changer la Constitution, c'est son objectif. C'est l'objectif du texte, c'est de changer la Constitution, c'est de réviser la Constitution. Donc, on fait un référendum pour soumettre au peuple français ce qu'on appelle une révision constitutionnelle. C'est beaucoup plus sain que ce soit le peuple qui le vote, je trouve, plutôt que les deux chambres. Et je pense même, je vais vous dire, que seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la Constitution. Voilà. Seul le peuple devrait avoir le droit de réviser ce qui constitue sa loi suprême. Voilà. Donc, dans le référendum que je mettrai en œuvre, il y a des révisions constitutionnelles, il y a des modifications législatives. Ce sont de deux natures différentes, mais elles seront intégrées dans le même projet qui sera soumis à un référendum. Et une des révisions constitutionnelles que je souhaite mettre en œuvre, il y en a plusieurs. Il y a d'abord intégré dans la Constitution un certain nombre d'articles sur le droit des étrangers, car il n'y a rien dans notre Constitution. C'est assez étonnant. Il n'existe quasiment rien, à part le droit d'asile, dans notre Constitution sur le droit des étrangers. C'est intégrer la priorité nationale et c'est également intégrer un article indiquant que les textes internationaux ne peuvent pas s'appliquer en droit interne français s'ils sont contraires à la Constitution. Ce qui me paraît être la moindre des choses, voyez-vous, car un peuple ne peut pas se choisir une loi suprême si par ailleurs des gens qui n'ont pas été élus imposent au peuple des choses qui sont contraires à sa loi suprême qu'il s'est choisie lui-même. Voilà. Donc tout ça est parfaitement normal, naturel et je pense dans l'ordre juridique des choses. Madame Le Pen a présenté France Info pour parler concrètement si demain il va y avoir une initiative citoyenne sur par exemple le rétablissement de la peine de mort. Est-ce que vous trouveriez ça normal? Est-ce que ça vous dérangerait? Et dans ce cas-là, vous, président, est-ce que vous vous engageriez dans la campagne ou est-ce que vous ne vous engageriez pas? Écoutez, moi je pense que c'est aux Français, rien ne me choque si vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de débat interdit. Dans une grande démocratie mature, il n'y a pas de débat interdit. Et le président de la République n'a pas non plus, il n'est pas obligé de le faire, mais il n'a pas non plus à s'interdire de donner son avis. Il est aussi citoyen, il vote aussi. Et donc il serait parfaitement naturel, si encore une fois on le juge utile, que le président exprime sa position sur tel ou tel référendum d'initiative populaire. Et à tout le moins, le mouvement politique qui a soutenu sa candidature serait de toute façon amené à le faire. Donc voilà, je crois qu'il faut encore une fois arrêter de considérer le peuple français comme un ennemi. Le peuple français n'est pas un ennemi. Il est le souverain. Il est au-dessus de nous tous. Il faut quand même s'en souvenir, je suis navrée d'être obligée de le rappeler, mais j'ai le sentiment qu'un certain nombre de nos dirigeants politiques ont fini par l'oublier. Donc il n'y a rien à craindre de lui.
Et il faut évidemment lui redonner le pouvoir, encore une fois dans des conditions qui sont encadrées par les textes, mais il n'a pas à être limité dans son pouvoir. Oui, très certainement. Pour dire que je suis contre. Pour dire que je pense qu'il n'est pas utile de mettre en place la peine de mort à partir du moment où, comme je le souhaite, sera mise en œuvre la perpétuité réelle. Voilà. Madame Le Pen, Corentin Leclerc pour la Croix, tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'un référendum d'initiative populaire pourrait être engagé, par exemple, sur une sortie de l'Union européenne de la France. Est-ce que vous estimez que c'est pas contraire aux intérêts vitaux du pays? Deux questions. Est-ce qu'il y aura une définition claire, et si oui, dans la Constitution, des intérêts vitaux du pays? Et deuxième, vous parlez de 500 000 électeurs pour obtenir l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi. Aujourd'hui, une proposition de loi ne permettrait pas de sortir de l'Union européenne. Donc comment, dans quel cadre, typiquement, la volonté populaire pourrait permettre la sortie de l'Union européenne? Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Mais si vous voulez, si demain, moi je ne le souhaite pas, donc je vous le dis très simplement, mais si demain le peuple français souhaite sortir d'un certain nombre de traités qui ne sont pas inscrits dans la Constitution, hein, il pourra effectivement organiser un référendum d'initiative citoyenne, à charge pour les dirigeants d'écouter ce que les Français ont à dire. Donc, voilà, ça ne suffirait pas à l'organisation d'un référendum, puisque ce serait simplement une proposition de loi. Et sur les intérêts vitaux, enfin, sur les intérêts vitaux, voilà, vous considérez que la sortie de l'Union européenne n'est pas un intérêt vital pour la France. D'autres, Emmanuel Macron, je pense, considérerait l'inverse. Est-ce qu'il y a une définition? C'est pas bon, vital. Mais vous avez raison. Il faudra faire avec l'Assemblée nationale la liste de ce qu'on considère comme mettant en danger la sécurité, la sûreté du pays, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. thèmes de campagne qui se posent de s'intéresser à votre projet sur la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez en résumer la philosophie et en quoi un électeur de gauche notamment aurait plus intérêt à voter pour la gauche? Non mais excusez-moi, mais moi je parle pas aux électeurs de gauche, aux électeurs de droite, d'accord? Moi je parle à tous les Français. Je veux dire, je pense que pouvoir vivre sa retraite en bonne santé, c'est ni de droite ni de gauche. C'est tous les Français veulent vivre une retraite, je crois, en bonne santé. Voilà. Donc, je l'ai dit et je le redis, la proposition que je fais est une proposition qui vise à pouvoir partir à la retraite entre 60 ans, âge légal et 40 annuités, et 62 ans, âge légal et 42 annuités. Pas plus. Donc, en fonction de l'âge auquel vous êtes entré dans le système, eh bien, vous pourrez partir entre 60 et 62 ans avec entre 40 et 42 annuités. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus raisonnable que la proposition qui est faite par Emmanuel Macron et qui était faite d'ailleurs également par Valérie Pécresse. Pour Libération, je crois que vous avez dit qu'un RIC ne pouvait pas proposer une mesure inconstitutionnelle. C'est ça? Mais est-ce qu'un RIC pourra viser à changer la Constitution? Non. Julien Chavanel-Etienne à nouveau. Est-ce que vous, président, vous changez les têtes des administrations françaises? La direction des administrations françaises, le Trésor public, la police nationale, ou encore les préfets pour une mise en place efficace de vos réformes? Un spoil système à la française? Non, de manière, par principe, non. Par principe, non. C'est-à-dire que je ne souhaite pas arriver en disant à partir du moment où j'arrive, je changerai l'intégralité des... Non, non, pas du tout. Mais si je suis amené à être obligé de changer tel ou tel, je le ferai. Mais je n'ai absolument pas vocation à mettre en œuvre un spoil system à la française. On va prendre encore deux questions. Valérie Lerouge de France Télévisions, vous avez déjà listé plusieurs éléments de réponse au RIC, mais est-ce que vous vous demandez ce qu'apporterait ce référendum dans votre façon de gouverner? Est-ce qu'il l'apporte à la vie démocratique? Alors je crois que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que, vous voyez, je suis absolument convaincu que si le référendum d'initiative citoyenne avait existé, il n'y aurait probablement pas eu les Gilets jaunes. Voilà.
Je pense que si les deux mesures que je propose aujourd'hui, c'est-à-dire la proportionnelle d'un côté et le référendum d'initiative citoyenne de l'autre, avaient existé, nous n'aurions pas eu ni les gilets jaunes, ni les manifestations très brutales contre la réforme des retraites. Je pense que c'est vraiment un outil de pacification du débat démocratique. Et c'est essentiel. Et ça manque. Si vous voulez, on ne peut pas dire aux gens, bah écoutez, voilà, il y a la présidentielle et les législatives. En plus, elles sont aujourd'hui liées, hein, donc ça a changé un peu la nature quand même de nos institutions. Et dans 5 ans, eh bien, vous pourrez revenir si vous le souhaitez, mais pendant 5 ans, vous ne pourrez absolument rien faire, rien dire et ne pas agir. Ça, je crois que c'est vraiment une régression démocratique. Donc, je pense que c'est vraiment un outil de pacification absolument fondamental, et c'est aussi un outil de respect à l'égard du peuple français. C'est un outil qui, encore une fois, permet de dire à chaque fois, vous êtes souverain. Vous êtes, vous, le peuple souverain. Et je rappelle que cette souveraineté est inscrite dans la Constitution. Le peuple est souverain. Eh bien, s'il est souverain, il est bien entendu représenté au quotidien par ses élus à l'Assemblée nationale et ses élus au Sénat, mais il peut, s'il le souhaite, et en toutes circonstances, sous les limites que j'ai exprimées, reprendre la main quand il considère que c'est nécessaire. Une là. Non, c'est terminé, merci. Une ici et une là. On les a pris. Voilà. Géraldine Besmer, au point, dans une interview à notre journal, Emmanuel Macron déclare qu'il est lui aussi favorable à la mise en place d'un septennat avec des sortes de mi-termes au milieu. Ça rejoint un peu votre proposition. Est-ce que vous disiez qu'il n'avait rien fait sur ces questions institutionnelles? Est-ce que vous vous réjouissez d'une prise de conscience? Il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. Il reste 10 jours, hein. Il reste 10 jours, on ne sait jamais. Bon. C'est la première fois que j'entends Emmanuel Macron évoquer le septennat. Je ne sais pas s'il est non renouvelable ou pas, dans son esprit. Ah oui, d'accord. Donc ce serait un septennat renouvelable, c'est ça? Peut-être souhaite-t-il envisager de jouer la continuité. Il faudrait déjà qu'il attende d'être réélu déjà pour faire ça. Et ça, c'est pas fait parce que je crois vraiment que j'ai la possibilité de gagner cette élection présidentielle. Mais très bien, si j'arrive à convaincre le président, c'est une bonne chose. Mais je n'ai aucune confiance dans les annonces qui sont faites par Emmanuel Macron lorsque l'on s'approche de l'élection. Parce que ce sont des sujets fondamentaux tout de même. Et encore une fois, un sujet aussi simple, aussi basique que la Banque de la démocratie, qui a été votée par l'Assemblée nationale. Je le répète, hein, la loi a été votée. Eh bien, malgré cela, il a mis cette Banque de la démocratie à la poubelle. Et aujourd'hui, il envoie des éléments de langage à ses ministres et à ses porte-paroles en disant « Regardez, Marine Le Pen, c'est affreux, elle va chercher des prêts à l'étranger. » Et pour cause. Et pour cause, puisque justement, et il le sait pertinemment, la Banque de la démocratie qui devait régler le problème des réticences des banques françaises à prêter aux partis politiques français, eh bien, n'a pas été mis en œuvre. Et ça, c'est sur sa volonté qu'elle n'a pas été mise en œuvre. Donc, je n'ai aucune raison de penser qu'Emmanuel Macron envisage d'améliorer le fonctionnement démocratique, d'autant qu'encore une fois, je pense qu'il a une vraie réticence à l'égard du peuple. Arrêt sur image. Madame Le Pen, vous avez parlé du mépris d'Emmanuel Macron pour les médias et le processus démocratique. Il se trouve que dimanche soir, devant votre QG... C'est pas tellement pour les médias, c'est pour le débat politique d'ailleurs. Dimanche soir, il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient refusés de votre QG au soir du premier tour, y compris de médias internationaux. Est-ce que ça n'augure pas de mauvais rapports avec les médias et les journalistes? Monsieur... Vous savez, j'ai été président d'un mouvement qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Alors, inutile de vous dire que les relations avec les médias, nous en avons une certaine expérience. Vous êtes bien le seul à vous plaindre. Vous êtes bien le seul à vous plaindre, car la réalité, c'est que je n'ai entendu, je crois, aucun de vos confrères se plaindre de la manière dont ils étaient traités dans cette campagne.
présidentielle, même si c'est parfois assez difficile compte tenu du nombre. Donc je ne sais pas la raison pour laquelle un tel ou un tel n'a pas pu rentrer dans l'espace, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de place et que les accréditations ne sont pas arrivées en temps et en heure, mais je ne suis pas sûre que ce soit au niveau présidentiel, votre question. Ah non, mais les journalistes, il n'y a pas de journalistes chez Quotidien. Ah non, non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle d'ailleurs, hein, je dis pas. Hein. Et c'est une émission de divertissement. Donc vous voyez, il y a tellement de gens que nous devons accréditer que nous préférons accréditer les journalistes plutôt que les émissions de divertissement. Ah oui, vous voyez, je suis chez moi. Ben oui, je suis chez. Ben vous savez, je suis chez moi, hein, donc dans mon QG et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, hein, en toutes circonstances. Donc voilà, cela fait. Oui, mais bien sûr, mais cela fait des années. Cela fait des années, si, c'est moi qui décide. Là, pour le coup, c'est moi, vous voyez, c'est... Ah ben oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume, moi, quand c'est moi qui décide, j'assume. Donc c'est moi qui ai décidé, il y a plusieurs années de cela, que Quotidien était une émission de divertissement et que, par conséquent, je ne me sentais pas obligée d'accréditer Quotidien, même si j'accrédite l'ensemble des autres, y compris, bien entendu, des médias qui sont extrêmement hostiles, comme vous. Si t'as une AFP qui tombe, c'est bien. Marine Le Pen, donc en direct de Vernon, avec cette conférence de presse que vous avez pu suivre avec nous en direct. Il y a pas mal de choses à dire. Elle a terminé sur une note quelque peu agressive, on va pouvoir s'en parler. Valérie Nataf est avec nous, ma chère Valérie, bonjour à vous. Marie Gariazzo également, directrice adjointe du département Pignon à l'IFOP. Vous êtes la bienvenue, ma chère Marie. Françoise Degois également et Frédéric Delpech également. Elle a dit pas mal de choses, Marine Le Pen, pendant cette